La draisine dépassa une large ligne jaune tracée à la peinture sur le sol et les parois du tunnel. Le conducteur ne pouvait plus faire semblant de ne pas entendre le crépitement affolé du dosimètre. Empoignant le levier de freinage, il bafouilla d'une voix désolée. « Camarade colonel, c'est interdit d'aller plus loin sans protection. »« Allez, on avance encore d'une centaine de mètres, » demanda Denis Mikhailovitch en le regardant. « Et au retour, je te fais sauter une semaine de garde, parce que tu auras été trop exposé. Pour nous, c'est quoi? 2 minutes de route, alors qu'ils devront crapahuter dans leur scaphandre une demi-heure. »« C'est la dernière limite que nous venons de dépasser, camarade colonel, » geignait le conducteur sans oser réduire la vitesse. « Arrête la machine, » ordonna Hunter. « On va finir à pied. C'est vrai que les radiations sont assez élevées. » Il y eut un grincement métallique, la lampe suspendue au châssis vacilla, et la draisine s'immobilisa. Le brigadier et le vieillard assis au bord basculèrent leurs jambes dans le vide et se laissèrent glisser sur les voies. Les lourdes combinaisons de protection, fabriquées en tissu plombé, ressemblaient en effet à de vrais scaphandres. Leur rareté et leur prix étaient extrêmes. Dans tout le métro, il ne devait subsister qu'une vingtaine d'unités. Celles de la Sévastopolskaïa n'étaient que très rarement utilisées, et attendaient leur heure. Ces armures étaient capables d'absorber les pires des radiations, mais une fois engoncées à l'intérieur, le simple fait de marcher devenait une véritable épreuve de force. En tout cas pour Omer. Denis Mikhailovitch laissa la draisine derrière lui et les accompagna durant un moment, en échangeant quelques phrases avec Hunter. Elles étaient intentionnellement coupées et tournées de manière à ce que le vieillard ne puisse pas comprendre leur échange. « Et où tu comptes les prendre ?» grogna le colonel. « Ils me les donneront, pourront pas faire autrement. » lâcha l'autre en regardant droit devant lui. « Ça fait longtemps que plus personne ne t'attend. Pour eux tu es mort. Mort, tu comprends ?» Hunter s'arrêta une fraction de seconde et dit d'une voix faible, comme s'il ne s'adressait pas au colonel mais à lui-même. Si seulement tout était aussi simple. « Mais déserter l'ordre, c'est pire que la mort !» s'écria Denis Mikhailovitch. Le brigadier ne répondit pas. Il esquissa du bras un salut martial et coupa au même instant des amarres invisibles. Le colonel au garde à vous resta sur le quai alors que Hunter et le vieil homme quittaient le rivage lentement, comme luttant face à un courant contraire, pour entamer leur grand voyage sur des mers de ténèbres. Décollant la main de sa tempe, le colonel ordonna au conducteur de relancer le moteur. Il ressentait un grand vide intérieur. Il n'aurait plus personne à qui lancer des ultimatums, plus personne contre qui se battre. Commandant militaire d'un îlot perdu sur l'une de ces mers noires, il ne pouvait qu'espérer que cette petite expédition n'y périrait pas, mais reviendrait à son port d'attache un jour prochain, par l'autre côté, démontrant à sa manière que la terre était ronde. Le dernier cordon de sécurité était dressé dans le tunnel directement à la sortie de la Kakhovskaïa, et comptait peu de défenseurs. Aussi loin que remontaient les souvenirs d'Omer, la Sévastopolskaïa n'avait jamais essuyé d'attaque venant de l'Est. Le large trait jaune, plutôt qu'une marque conventionnelle découpant en tronçons ce boyau de béton, lui faisait l'effet d'un ascenseur cosmique reliant 2 planètes éloignées de plusieurs centaines d'années-lumière. Par-delà cette démarcation, l'espace habitable terrestre se muait graduellement en un paysage lunaire sans vie, et toute ressemblance entre les deux était trompeuse. Déplaçant avec application ses jambes lestées de lourdes chaussures, écoutant sa respiration fatiguée traverser un système complexe de soufflets et de filtres, Omer s'imaginait dans la peau d'un astronaute débarqué sur un satellite d'une étoile lointaine. Il se pardonnait cet enfantillage, car il l'aidait à s'accoutumer à la lourdeur de son scaphandre, qu'il pouvait ainsi mettre au compte d'une gravité accrue, et accepter l'idée qu'ils seraient les seuls êtres vivants le temps de leur trajet. Ni les scientifiques ni les auteurs de science-fiction n'avaient jamais été capables de prédire correctement l'avenir, se disait-il. Vers l'an 2034, l'humanité devait s'être rendue maîtresse de la moitié de la galaxie,
ou sinon au moins du système solaire. C'était en tout cas ce que l'on promettait quand Homer n'était encore qu'un enfant. Tant les écrivains que les scientifiques se fondaient sur l'hypothèse que l'humanité était rationnelle et logique. Ils faisaient comme si elle n'était pas composée de plusieurs milliards d'individus paresseux, irréfléchis, prompts à l'emportement, mais était une sorte de ruche douée d'une intelligence collective et d'une volonté unique. Comme si, s'attaquant à la conquête spatiale, elle allait s'y consacrer avec sérieux et application, et non s'arrêter à mi-chemin, et s'en détourner, comme un enfant capricieux las de son jouet, au profit de l'électronique. Puis de l'électronique passer à la biotechnologie, et ainsi de suite, sans avoir atteint dans aucune discipline de résultats réellement spectaculaires, excepté peut-être la physique nucléaire. Le voici, l'astronaute qui n'a jamais quitté la Terre, incapable de survivre sans son scaphandre encombrant, étranger sur sa propre planète, qui explore et conquiert les tunnels depuis la Kakhovskaya jusqu'à la Kachirskaya. Quant à la grandeur, mieux valait qu'il l'oublie, lui et les autres survivants, car de leur refuge il était impossible de voir les étoiles. C'était étrange. Du côté de la ligne jaune où il se trouvait, Homer souffrait d'une gravité 1,5 fois supérieure à la normale, mais son âme était en apesanteur. La veille, quand il avait fait ses adieux à Elena pour la première fois, avant de partir pour la Toulskaya, il escomptait un retour à la vie normale. Mais lorsque Hunter avait cité son nom pour la 2e fois consécutive pour l'accompagner, le vieil homme avait compris que toute pusillanimité était exclue. Il avait tant appelé les épreuves et les révélations de ses vœux qu'il avait été entendu, et il aurait été indigne et stupide de chercher à s'y soustraire. Il avait compris que l'œuvre d'une vie ne s'abordait pas en dilettante, qu'il ne servait à rien d'user de coquetterie avec le destin, lui promettant sans cesse de s'offrir pleinement à lui un peu plus tard, une prochaine fois. Il n'y aurait peut-être pas de prochaine fois, et s'il ne se décidait pas dans l'instant, quelle serait la raison de son existence? Finir ses jours dans la peau de l'anonyme Nikolai Ivanovitch, le fou de la cité, le vieux raconteur d'histoires au sourire hagard? Mais pour muer de la caricature d'Homère qu'il était en Homère véritable, d'affabulateur en fabuliste, pour renaître changé de ses cendres, il devait immoler ce qu'il avait été jusqu'à cet instant. Il sentit que s'il prolongeait ses tergiversations, s'il se complaisait dans la tristesse de la perte de son chez lui, de son épouse, les yeux rivés vers le passé, il ne verrait rien de très important dans l'avenir. Il devait trancher. De cette nouvelle expédition, il ne reviendrait pas indemne. Il le savait. Peut-être même n'en reviendrait-il pas du tout. Et malgré toute la peine qu'il ressentait pour Elena, qui avait eu du mal à croire qu'Homer était revenu à la station vivant et sans une égratignure seulement 24 heures après son départ, puis qui avait pleuré en l'accompagnant vers le néant sans avoir réussi à le dissuader de partir, il ne lui avait fait cette fois aucune promesse. Il l'avait serré dans ses bras et avait regardé l'horloge par-dessus son épaule. Il devait partir. 10 années d'une vie ne s'amputaient pas aussi aisément, et il s'attendait à ce qu'elle se rappelle à lui par des douleurs fantomatiques. Il pensait que la tentation serait grande et permanente de se retourner, mais une fois le large tréjaune enjambé, il se sentit mourir, et son âme s'envola, quittant les 2 enveloppes lourdes et sclérosées. Il s'était libéré. La combinaison de protection ne semblait pas incommoder Hunter. L'ample vêtement avait transformé sa silhouette musculeuse de loup en une masse informe, sans réduire son agilité. S'il avançait de rang avec le vieillard essoufflé, ce n'était que parce qu'il le surveillait étroitement depuis Nakimovski Prospect. Après ce qu'il avait vu à la Nagatinskaya, à la Nagornaya et à la Toulskaya, Homer avait éprouvé des difficultés à accepter de poursuivre le voyage en compagnie de Hunter. Il avait cependant trouvé un moyen de se convaincre. Les métamorphoses tant attendues, qui auguraient sa renaissance,
avait commencé avec la proximité du brigadier. Et peu importait la raison qui avait poussé ce dernier à l'entraîner encore plus loin à ses côtés, pour le guider vers le bon chemin, ou en qualité de réserve alimentaire. Le plus important pour Homer, désormais, était de ne pas laisser passer cette chance, de profiter de la situation pour imaginer et écrire. Et il y avait autre chose. Quand Hunter l'avait nommé, Homer avait cru percevoir qu'en réalité, le brigadier avait autant besoin de lui que l'inverse. Non. Ce n'était pas pour indiquer le chemin dans les tunnels et prévenir des dangers qu'il avait été choisi. Peut-être qu'en donnant du grain à moudre au vieillard, le brigadier lui prenait quelque chose en retour, sans lui demander la permission. Mais que pouvait-il lui manquer? L'apparente impassibilité de Hunter ne leurrait plus le vieil homme. Sous la croûte de son visage paralysé, un magma était en perpétuelle fusion, qui, en de rares occasions, entrait en éruption par les cratères toujours ouverts de ses yeux. Lui non plus ne trouvait pas la paix. Lui aussi cherchait quelque chose. Hunter correspondait assez bien au rôle du héros épique pour son futur livre. Après quelques hésitations, Homer le prit au regard de ses premiers essais. Cependant, les postures du brigadier, sa propension à détruire la vie, ses mots inachevés et ses gestes parcimonieux, étaient autant de signaux d'alarme. Hunter ressemblait à ces meurtriers facétieux qui laissent des indices à l'intention des enquêteurs dans l'unique but d'être démasqués. Le vieillard ne savait pas si Hunter le considérait comme un confesseur, un biographe ou un garde-manger. Mais il sentait que cette étrange dépendance devenait réciproque, qu'elle devenait plus puissante que la peur. Homer ne pouvait se défaire de la sensation que Hunter repoussait une conversation cruciale. Parfois le brigadier se tournait vers lui comme pour lui poser une question, mais ses lèvres restaient muettes. Il était aussi possible qu'il prît ses désirs pour des réalités, et que Hunter l'emmenait de plus en plus loin dans les tunnels pour se débarrasser d'un témoin gênant. Son regard se posait encore régulièrement sur la besace du vieillard, au fond de laquelle reposait le funeste journal. Il ne pouvait pas le voir, mais il semblait deviner que le sac dissimulait un objet qui attirait toutes les pensées d'Homer, et, en l'épistant, il se rapprochait de plus en plus du calepin. Le vieil homme s'efforçait de ne pas penser au bloc-notes. En vain. Le temps imparti aux rares pauses était très court, et il ne put se plonger dans le journal que durant quelques minutes. Ce n'était pas assez pour s'occuper des pages collées par le sang, mais il put parcourir d'autres feuillets couverts de notes hâtives et fragmentaires, griffonnées dans tous les sens. La chronologie n'était pas respectée, comme si l'analyste faisait un effort constant surhumain pour rassembler ses pensées qui s'éparpillaient, et les coucher sur le papier où c'était possible. Pour que tout cela prenne un sens, le vieil homme devait rassembler toutes les informations dans le bon ordre. Pas de communication. Le téléphone est silencieux. Sabotage possible. Quelqu'un qui a été banni. Pour se venger. Ça date d'avant notre arrivée. Notre situation est sans issue. Aucune aide à attendre. Si on contacte la Sévastopolskaïa, on condamne les nôtres. Il ne reste plus que... Combien? Ils ne me laissent pas partir. Ils sont devenus fous. Qui va le faire sinon moi? Fuir. Il y avait encore autre chose. Juste après les derniers mots exhortant à renoncer à prendre d'assaut la Toulskaïa, s'étalait une signature. Le sceau d'un doigt ensanglanté qui la recouvrait la rendait difficile à déchiffrer. Pourtant, Homer avait déjà entendu ce nom. Il l'avait d'ailleurs lui-même souvent prononcé. Le journal appartenait à l'officier de liaison de la caravane envoyée vers la Toulskaïa la semaine précédente. Ils dépassèrent l'embranchement conduisant au dépôt, qui y aurait été pillé depuis longtemps s'il n'y avait pas eu un tel niveau de radiation. Ce tunnel sombre et sans vie avait été barré par des armatures soudées à la hâte
d'une main peu experte. Un crâne montrait ses dents sur une petite plaque fixée au montant à l'aide d'un fil de fer. Y figurait également un avertissement tracé à la peinture rouge que le temps, ou une main malveillante, avait détruit. Le regard happé par ce puits grillagé au point d'éprouver des difficultés à s'en arracher, Omer se dit que la ligne n'avait pas toujours été aussi inhabitée qu'on le pensait à la Sévastopolskaïa. Ils laissèrent derrière eux la Varchavskaïa, vision terrible de moisissure et de rouille, qui rappelait le cadavre d'un noyé qu'on aurait repêché depuis peu. Sur les murs, quadrillés par les dalles de céramique, suintait une eau saumâtre. À travers les lèvres entr'ouvertes des vantaux hermétiques, un souffle glacé s'insinuait depuis la surface, comme si une créature titanesque s'échinait à pratiquer la respiration artificielle à cette station, aux entrailles depuis longtemps putréfiées. Les dosimètres crépitaient hystériquement, intimant l'ordre d'évacuation immédiate. Ils approchaient de la Kachirskaïa quand l'un des appareils se dérégla, alors que l'autre se figea sur la valeur maximale. Omer sentit un goût amer sur sa langue. Où est l'épicentre? La voix du brigadier était difficilement audible, comme si Omer avait plongé sa tête dans une baignoire remplie d'eau. Il s'arrêta, profitant de ce court répit, et fit un geste de la main en direction du sud-est. À côté de la Kantimirovskaïa, on pense que ça a crevé le toit du bâtiment ou un puits de ventilation. Nul ne le sait avec certitude. Attends, ça veut dire que la Kantemirovskaïa est abandonnée? Elle l'a toujours été. Après la Kolomenskaïa, la ligne est inoccupée. Pourtant, on m'avait dit... Hunter s'interrompit brusquement, fit signe à Omer de garder le silence et tendit ses sens vers des ondes plus subtiles. On sait ce qui se passe à la Kachirskaïa? Demanda-t-il enfin. Par quel miracle? Le vieil homme n'était pas certain d'avoir réussi à glisser une note d'ironie dans l'espèce de couac de trombone désagréable qui s'était échappé de son masque à gaz. Alors je vais te le dire. Le niveau des radiations là-bas est tel qu'en moins d'1 minute nous serions grillés, et rien ne nous protégerait. On ne peut pas y aller. Demi-tour. Comment? On rebrousse chemin? Vers la Sévastopolskaïa? Oui. J'y monterai à la surface et j'essaierai d'accéder par en haut, répondit Hunter, pensif, imaginant déjà son itinéraire. Tu comptes y aller seul? Demanda le vieil homme inquiet. Je ne pourrai pas toujours te sauver. J'aurai à m'occuper de ma propre peau. Et puis, à deux, on ne passera pas. Déjà que tout seul, je ne suis pas certain d'y arriver. Tu ne comprends pas. Il faut que j'y aille avec toi. Je dois... Omer s'interrompit, cherchant fébrilement une raison, une accroche. Quoi? Tu as décidé de clamser en héros? Lâcha le brigadier avec indifférence. Omer savait cependant que cette indifférence tenait au filtre de leur masque à gaz, qui tamisait absolument tout, ne laissant entrer qu'un air stérile, sans odeur, et sortir des voix mécaniques, sans âme. Le vieil homme ferma les yeux dans l'effort de remémorer tout ce qu'il savait de la très courte ligne Kakhovskaïa, de la partie sud de la ligne Zamosk-Voretskaïa, contaminée par les radiations de la route depuis la Sévastopolskaïa jusqu'à la Serpoukovskaïa. Tout et n'importe quoi du moment qu'il ne rebroussait pas chemin, du moment qu'il ne retournait pas à la médiocrité de son existence. Cette prétendue gestation de grands romans et de légendes immortelles. « Suis-moi » fit-il soudain d'une voix rauque. Et, avec une agilité qui le surprit lui-même, il s'élança vers l'est, vers l'enfer. Elle se rêvait en train de scier le bracelet de menottes d'acier qui la retenait à un mur. La scie couinait et glissait, et même quand elle avait l'impression que sa lame s'enfonçait d'1 demi-millimètre dans le métal, il suffisait qu'elle fît une pause dans ses efforts pour que l'entaille se ressoudât devant ses yeux. Mais Sacha ne perdait pas espoir. Elle reprenait son outil,
et le tenant entre ses pommes, repartait à l'assaut du métal récalcitrant, en veillant à garder toujours le même rythme. Il importait de ne pas le perdre, de ne montrer aucun signe de faiblesse, ne jamais s'interrompre. Ses chevilles emprisonnées dans les fers avaient gonflé et s'étaient engourdies. Et la jeune fille comprit que même en cas de victoire contre ses entraves, elle serait incapable de fuir. Ses jambes refuseraient de lui obéir. Elle reprit connaissance et ouvrit péniblement les yeux. Les fers n'avaient pas été le fruit de son imagination. Une paire de menottes entravait les poignets de Sacha. Elle était couchée dans une caisse sale d'une vieille draisine de transport qui, poussant des gémissements monotones, se traînait péniblement vers sa destination. Dans sa bouche, un chiffon crasseux faisait office de bâillon. Sa tempe saignait et pulsait douloureusement. « Il ne m'a pas tuée, pensa-t-elle. Pourquoi ? De sa position, elle ne pouvait voir qu'une petite partie du plafond. Les soudures des tubulures scintillaient dans une tache lumineuse au contour flou. On roulait dans un tunnel. Pendant qu'elle se contorsionnait pour ramener devant elle ses bras entravés, les tubes firent place à une peinture blanche écaillée. Sacha se tendit. Quelle pouvait être cette station ? Elle se sentait mal à l'aise dans le silence sépulcral. Cette station n'était pas inhabitée. Elle était exempte de toute vie et plongée dans les plus profondes ténèbres. Elle avait toujours pensé que là-bas, de l'autre côté du pont, toutes les stations grouillaient de vie et résonnaient d'un vacarme incessant. Apparemment, elle s'était trompée. Le plafond se figea au-dessus de Sacha. Son ravisseur grimpa sur le quai en soufflant et en jurant. Ses bottes ferrées résonnèrent sur le marbre. Il se promenait, comme étudiant les lieux. Puis, après avoir retiré son masque à gaz, il marmonna avec bienveillance d'une voix caverneuse. « Alors voilà où tu es. Combien d'eau a coulé sous les ponts ?» Puis, en vidant l'air de ses poumons, il porta un coup puissant. Non, ce devait être un coup de pied, dans quelque chose de volumineux, d'inerte. Un sac bourré de... Sacha s'arqua sous le choc de la révélation. Elle mordit de toutes ses forces son bâillon et émit un long mugissement. Elle venait de comprendre où son tourmenteur grassouillet l'avait transporté, et à qui il venait de s'adresser ainsi. L'idée même de vouloir échapper à Hunter prêtait à sourire. Celui-ci rejoignit le vieillard en quelques longues enjambées, le saisit par l'épaule et le secoua violemment. « Qu'est-ce qui te prend ? Ce n'est plus très loin, fit Homer d'une voix enrouée. Je m'en souviens. Il y a un passage ici qui mène directement sur la ligne Zamoskvoretskaya, bien avant la Kachirskaya. On l'emprunte et on arrive dans le tunnel. On n'aura même pas à entrer dans la station. Le contournement nous conduira près de la Kolomenskaya. Ce ne devrait plus être très loin maintenant. S'il te plaît. » Il voulut saisir l'occasion pour se libérer de l'étau de Hunter, mais s'emmêla dans les jambes trop grandes du pantalon et s'étala sur les rails. Se relevant d'un bond, il voulut repartir, mais le brigadier le retint sans effort et le fit pivoter pour lui faire face. Il se baissa pour placer les hublots de leur masque à gaz au même niveau. Puis il plongea son regard dans celui d'Homer, et quelques secondes plus tard, relâcha son étreinte. D'accord. Désormais, c'était Hunter qui traînait le vieil homme derrière lui, sans s'arrêter pour souffler. Le martèlement du sang dans les oreilles couvrait les stridulations frénétiques des compteurs. Les jambes devinrent lourdes et raides, obéissant à peine. Les poumons semblaient avoir explosé sous la tension et brûler à chaque inspiration. Ils faillirent manquer l'ouverture sombre et étroite de la bouche d'accès. Ils s'y glissèrent et coururent encore durant quelques interminables minutes, avant de déboucher dans un nouveau tunnel. Après avoir examiné les environs à la hâte, le brigadier replongea dans le passage et lança au vieillard. « Où est-ce que tu m'as emmené ? T'es déjà venu dans le coin, toi ?
À une trentaine de mètres à gauche de la sortie du passage, dans la direction exacte où il devait aller, le tunnel était bouché sur toute sa section par quelque chose qui n'était pas sans rappeler une toile d'araignée. Omer, qui ne voulait pas gaspiller son souffle en vaines paroles, se contenta de secouer la tête. En vérité, jamais ses pas ne l'avaient porté jusque-là. Quant à ce qu'il avait eu l'occasion d'entendre à propos de l'endroit où il se trouvait, il n'était pas certain qu'il fût pertinent de le répéter à Hunter à cet instant. Passant sa kalachnikov de la main droite à la gauche, le brigadier sortit de son sac un long sabre briquet rectangulaire, qui rappelait une machette artisanale, et éventra la dentelle gluante blanchâtre. Les carcasses séchées de cafards volants prises dans les raies vibrèrent et bruissèrent comme des grelots enroués. Les bords de cette plaie se réunirent instantanément. Elle guérissait vite. Écartant un pan de la toile semi-transparente, Hunter y plongea sa lampe et éclaira le tunnel. Il aurait fallu des heures pour le nettoyer. Les fils gluants le remplissaient de leur entrelacs épais aussi loin que portait la lumière. Hunter consulta son dosimètre, émit un son étrange, et entreprit de tailler avec acharnement les fils tendus entre les murs. Leur progression était lente. Elle leur prendrait bien plus de temps qu'ils n'en disposaient. En 10 minutes, ils n'avaient progressé que d'une trentaine de mètres, alors que la trame de la toile devenait de plus en plus dense, un bouchon ouaté obstruant le passage. Enfin, alors qu'ils venaient d'atteindre un puits d'aération plein d'une broussaille luxuriante, et sous lequel gisait à même les rails un monstrueux squelette à 2 têtes, le brigadier jeta son sabre. Ils étaient coincés dans la toile aussi sûrement que les cafards. Et même si la créature qui avait tissé ces raies était morte depuis longtemps, et ne viendrait pas les inquiéter, ils allaient néanmoins bientôt périr à cause des radiations. Durant ces quelques instants où Hunter pesait leur option, le vieillard se remémora autre chose qu'il avait entendu un jour à propos de ce tunnel. Posant un genou à terre, il sortit de son chargeur de réserve quelques cartouches, en dessertit les balles en s'aidant de son couteau, et versa la poudre dans sa pomme. Hunter n'avait pas besoin d'explication. Il leur fallut quelques minutes pour revenir à l'entrée du tunnel de liaison. Là, ils versèrent le petit agris sur le tapis collant et ouaté, et en approchèrent un briquet. La poudre siffla, fuma, puis l'incroyable survint. La flamme courut de son petit foyer d'origine dans toutes les directions à la fois, grimpant sur les murs, atteignant le plafond, engloutissant tout l'espace du tunnel. Dévorant la toile d'araignée, elle déferla vers les tréfonds. L'anneau de flamme rugissante, illuminant les tubes couverts de suie et ne laissant dans son sillage que de rares lambeaux incandescents suspendus au plafond, progressait inexorablement. Il courait vers la Kolomenskaya, rétrécissant par effet d'optique et aspirant derrière lui tel un gigantesque piston. Un peu plus loin, le tunnel s'incurvait, et les flammes disparurent dans un virage. Un voile pourpre flottait à leur suite. Enfin, au loin, se mêlant au ronronnement du feu, retentit un hurlement inhumain, désespéré, doublé d'un sifflement enroué. Mais peut-être n'était-ce que le fruit de l'imagination d'Omer, hypnotisé par le spectacle. Hunter fourra le sabre briquet dans son sac et en sortit autre chose qu'il y avait trouvé à tâtons. Des filtres neufs, encore scellés, pour leur masque à gaz. « Je l'ai gardé pour le chemin du retour », confessa-t-il en changeant le sien et en tendant l'autre au vieil homme. « Mais à cause de l'incendie, l'air est vicié comme après un bombardement. » Omer acquiesça. Les flammes avaient projeté en tous sens les particules radioactives qui, au fil des ans, s'étaient déposées sur la toile d'araignée, imprégnant le moindre de ses fils. Le vide obscur du tunnel grouillait désormais de molécules mortelles. Suspendus dans l'air, ces milliards de mines sous-marines leur interdisaient l'usage du chenal. Il était impossible de les contourner. Alors ils passèrent à travers.
Si ton père te voyait, lança moqueur l'homme grassouillé. Sacha était assise juste en face de la dépouille de son père, que son ravisseur avait basculé face contre terre, la figure baignant dans le sang. Les 2 bretelles de sa salopette étaient déjà baissées, révélant son t-shirt délavé, orné d'un animal joyeux. Il l'empêchait de voir son visage en braquant dans ses yeux le faisceau de sa lampe à chaque fois qu'elle les levait. Il avait retiré le bâillon, mais Sacha ne comptait pas lui demander quoi que ce fût. « Dommage que tu ne ressembles pas à ta mère. J'avais tellement espéré. » Les jambes d'éléphant dans de hautes bottes en caoutchouc, déjà constelées de rouge, entamèrent un nouveau tour de la colonne où était assise Sacha. Désormais la voix de son tourmenteur venait de derrière elle. « Ton papounet devait penser qu'avec le temps tout serait oublié. Mais certains crimes n'ont pas de date de péremption. La calomnie. La félonie. » Sa silhouette obèse sortit des ténèbres de l'autre côté. L'homme se figea au-dessus du cadavre et, le poussant de sa botte, lui cracha dessus. Dommage que le pauvre vieux ait passé l'arme à gauche sans mon aide. Il promena le faisceau de sa lampe sur la station triste et impersonnelle, encombrée par des montagnes de rebuts, et s'arrêta sur le vélo sans roue. « Faut dire que c'est très cosy chez vous. S'il ne t'avait pas eu, il aurait préféré se pendre, le papounet. » Profitant de l'intérêt détourné de la lampe, Sacha essaya de s'éloigner de la colonne. Mais une fraction de seconde plus tard, le faisceau lumineux l'arracha aux ténèbres. « Et je le comprends !» fit-il en s'approchant d'un bond. « Il a fait une fille comme il faut. Son seul défaut est de ne pas ressembler à sa mère. Lui aussi, ça devait le peiner. Mais bon, on fera avec. » D'un coup de botte, il la bascula sur le flanc. « Ce n'est pas pour rien que j'ai traversé tout le métro jusqu'ici. » Sacha tressaillit et secoua la tête. « Tu vois, mon cochon, comme tout est imprévisible, » lança-t-il au père de Sacha. « Fut un temps où tu envoyais tes concurrents en amour au tribunal, et Dieu merci, tu ne les exécutais pas, tu les faisais condamner à l'exil perpétuel. Mais la vie est longue, et les circonstances changent, et pas toujours à ton avantage. Me voilà revenu, même si ça m'a pris 10 ans de plus que prévu. » « Les retours ne sont jamais fortuits, » chuchota Sacha, un des mantras de son père. « Tes paroles sont d'or, » commenta le gros d'un air moqueur. « Hé, qui va là ?» À l'extrémité opposée du quai, quelque chose de lourd chuinta et chut. Puis ils entendirent comme un sifflement, et les pas discrets d'un grand animal. Le silence qui venait de retomber était faux et discontinu. Sacha aussi bien que son ravisseur le sentait. Quelque chose sorti des tunnels s'approchait d'eux. Son tortionnaire fit jouer la culasse de son arme, mit un genou à terre à côté d'elle, épaula et balaya d'un faisceau tremblant les colonnes à proximité. Le faisceau mouvant de la lampe accrocha une ombre furtive. Elle n'était assurément pas humaine par sa forme, ni par son agilité. Mais quand la lumière inonda à nouveau le point précis où se tenait un instant plus tôt la créature mystérieuse, il n'en restait plus trace. Ce ne fut qu'une minute plus tard que le ray lumineux, zigzagant frénétiquement, la surprit de nouveau à moins d'une vingtaine de pas de leur position. « Un ours ?» chuchota l'obèse, sceptique, avant de presser la détente. Les balles se jetèrent contre les colonnes, mordirent les murs, mais l'animal s'était comme évaporé, et aucun des tirs ne fit mouche. Puis le tortionnaire cessa les tirs inutiles. La kalachnikov lui échappa des mains, qu'il porta à son ventre. Sa lampe torche roula, projetant au ras du sol son cône de lumière, éclairant par en dessous sa carcasse recroquevillée. Un homme quitta sans hâte les ténèbres, se déplaçant étonnamment légèrement et presque sans bruit, malgré de lourdes chaussures. Dans la combinaison de protection trop grande même pour sa puissante carrure,
la confusion avec un ours n'était guère surprenante. Il ne portait pas de masque à gaz. Sa tête zébrée de balafre et rasée à blanc ressemblait à un terrain vague brûlé. Une partie de son visage très masculin, aux contours rudes et brusques, était belle, mais semblait morte. Et, à sa vue, Sacha ne put réprimer un frisson. L'autre moitié de son visage était franchement monstrueuse. Les entrelacs complexes de cicatrices la transformaient en un masque de chimère tout droit sorti des contes, le comble de la laideur. Cependant, son apparence aurait été plus repoussante qu'effrayante, s'il n'y avait eu ses yeux. Un regard à moitié fou, en perpétuel mouvement, donnait vie à ce visage immobile. Donnait une vie, mais non une âme. Le gros homme tenta de se relever, mais s'effondra aussitôt, hurlant de douleur, les deux genoux fracassés par des balles. Puis l'homme s'accroupit à côté de lui, plaça le canon de son arme rallongé d'un silencieux derrière la tête du ravisseur et pressa la détente. Le hurlement cessa, mais son écho se répercuta quelques secondes encore sous les voûtes de la station, comme un esprit perdu privé de son corps. Le coup avait fait basculer son menton, et désormais le tourmenteur de Sacha était couché, la tête dans sa direction. À la place de son visage béait un entonnoir humide vermeil. La jeune fille rentra la tête dans les épaules et émit un faible râle de terreur. L'homme effrayant pointa pensivement le canon de son arme sur elle. Puis il regarda autour de lui et changea d'avis. Le pistolet disparut dans un holster d'épaule, et il recula d'un pas comme pour renier ses actes. Il ouvrit une flasque et la porta à ses lèvres. Sur cette petite scène éclairée par la lampe mourante du grassouillet défunt, apparut un nouveau personnage, un vieillard qui se tenait les côtes et peinait à reprendre son souffle. Il portait la même combinaison de protection que le tueur, et elle lui donnait un air grotesque. À peine arrivé à la hauteur de son compagnon, il se laissa choir d'épuisement, sans même remarquer que le sol était couvert de sang. Ce ne fut que lorsqu'il reprit le contrôle de lui-même, et ouvrit les yeux, qu'il vit les deux cadavres mutilés, et coincée entre les deux, une jeune femme effrayée, en état de choc. Son cœur apaisé se remit à battre la chamade. Omer n'avait pas encore les mots pour l'exprimer, mais il en était certain. Il venait de la trouver. Après d'innombrables nuits blanches qu'il avait consacrées sans succès à imaginer sa future héroïne, à se représenter ses lèvres et ses mains, sa vêture et son odeur, ses mouvements et ses pensées, il venait de rencontrer un être vivant qui combinait en lui tout ce dont le vieillard avait rêvé. Non, en réalité, il se la figurait très différemment. Plus gracieuse, aux formes plus harmonieuses et assurément plus âgée. Mais elle était bien plus rude, avec plus d'angles aigus. Et quand il croisa son regard, le vieil homme trouva deux éclats de glace au lieu d'un voile sombre et langoureux. Elle était différente, mais Omer savait que c'était lui qui s'était égaré, lui qui n'avait pas su deviner son apparence. Son regard là, ses traits décomposés par la peur, ses mains menottées intriguaient le vieil homme. Il était sans doute passé maître dans l'art de colporter des fables. Il n'avait jamais eu l'occasion de composer de tragédies comme celle que devait traverser cette jeune femme. Sa faiblesse, son désarroi, son sauvetage miraculeux et la manière dont son destin faisait irruption dans leur histoire ne pouvaient signifier qu'une chose. Il était sur la bonne voie. Et même si la prisonnière n'avait pas encore soufflé mot, il était prêt à lui accorder sa confiance aveuglément. Car, outre le reste, cette gamine avec ses cheveux blancs ébouriffés, coupés à la garçonne, et ses oreilles en pointe, ses pommettes maculées de suie,
ses clavicules ciselées étonnamment blanches et vulnérables, sa lèvre inférieure gonflée et rongée, possédait une beauté très particulière. À la curiosité du vieillard se mêlèrent la pitié et un soudain attendrissement. Il s'approcha d'elle et s'accroupit. Elle se recroquevilla davantage et ferma les yeux. Une sauvageonne, pensa-t-il. Il lui toucha l'épaule sans savoir que dire. « Il est temps d'y aller, » fit Hunter. « Et qu'est-ce qu'on fait avec elle ?» Omer désigna du menton la jeune femme. « Rien. Ce ne sont pas nos affaires. On ne peut pas la laisser ici toute seule. C'est plus simple de la tuer, » l'interrompit le brigadier. « Je veux pas partir avec vous, » fit la jeune fille en reprenant soudainement ses esprits. « Si vous pouviez seulement m'enlever les menottes, il doit avoir les clés. » Joignant le geste à la parole, elle désigna le mannequin désarticulé qu'avait été son ravisseur. Hunter fouilla le cadavre en quelques gestes et sortit d'une poche intérieure un trousseau de clés. Il le lança à la jeune femme et fixa le vieillard. « C'est bon ?» Omer, cherchant à repousser l'instant de la séparation, interrogea la captive. « Qu'est-ce qu'il t'a fait, ce monstre ?»« Rien, » répondit-elle, concentrée sur ses entraves. « Il n'a pas eu le temps. C'est pas un monstre, juste un homme comme un autre, cruel, idiot et rancunier, comme tous les autres. »« Tout le monde n'est pas comme ça, » objecta le vieillard sans conviction. « Si, » dit la jeune fille d'un air borné alors qu'elle se remettait debout, sur ses jambes ankylosées en grimaçant. « C'est pas grave, c'est difficile de rester humain. » Elle avait vite oublié son effroi. Elle ne baissait plus les yeux et regardait les deux hommes d'un air de défi, les sourcils froncés. Elle s'approcha de l'un des cadavres, le retourna délicatement, visage vers le ciel, arrangea ses bras cassés et déposa un baiser sur son front. Puis elle se tourna vers Hunter, plissa les yeux et eut un tremblement à la commissure des lèvres. « Merci. » Elle ne prit avec elle ni armes ni bagages. Elle descendit sur les voies et se dirigea en boitant vers le tunnel. Le brigadier fixait son dos d'un air bovin. Sa main indécise courait sur la ceinture entre la flasque et le couteau. Parvenant enfin à une conclusion, il se déplia et l'appela. « Attends !